Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Triv sur Elorcana, coucou Roxy et Vixi, coucou Donald le Boss, coucou Kelisha, j'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week. Aujourd'hui nous sommes avec un monsieur sur fond vert, un fond vert sous un monsieur, Jules du Bost Jules. Comment ça va Jules? Bah bonjour tout le monde, bah ça va très très bien. Voilà, Très voilà, très bien, voilà. merci. Bah. Tant que t'es pas vert de rage, c'est bon. Voilà. Encore, encore. Ouais, pas encore, pas encore. T'inquiète, Connie, quand elle est venue, au début, elle a eu des sueurs froides vers la fin, et après, ça s'est calmé. Mais voilà. Donc voilà, voilà. Donc j'espère en tout cas que les amis, ça vous fera plaisir. Voilà, interview. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'interview. On dit émeraude de rage dans l'Orcana. Ouais, alors c'est un peu rude, c'est un peu rude quand même d'être émeraude, voilà. Et puis je préfère dire vert parce que j'ai toujours une confusion entre émeraude et améthyste, c'est une horreur. Et bonsoir Dim57, bienvenue à toi sur le stream. Il y en a qui va me dire en fait que c'est lui à la fin du live, voilà. Je sais pas qui c'est, j'espère que tu vas bien en tout cas Dim. Aujourd'hui, donc Jules Duboss, petit monsieur, de ses 1m10 hein, bien évidemment. À l'écran. À l'écran, voilà. Non, tu fais à peu près ma taille. En plus de ça, si je me souviens bien, quand t'es venu. Voilà. Donc, pas 1m10. Alors, un peu plus, un peu plus. Un peu plus, ouais. 1m12, voilà. Donc, Art of Julo. Giulo. Je sais pas si on doit le prononcer à l'italiano. Ah tu peux, mais Art of Julo, ouais. Ouais, Art of Julo. Ouais, donc petit dessinateur que vous avez dû reconnaître au niveau du nom. Aussi, Trip fait 1m10 aussi. Ouais, c'est vrai que si je fais 1m10, en effet, que Jules fait à peu près ma taille, ça fait 1m10, ouais, en effet. C'est une bonne remarque, Elisha. Donc, dessinateur de deux petites cartes du même univers. Hein. Franchement, c'est rare d'avoir un dessinateur qui fait le même univers. Pour le moment, du moins. On ne dira pas plus. Bien évidemment, parce que le petit sourire annonciateur qui veut dire non, je ne dirai rien. Ça sera le premier dessinateur de Roxy Rocky, je l'annonce. J'espère. En tout cas, j'espère. Bah, tu sais si tu l'auras déjà dessiné, mais tu sais pas si tu es le premier. Ça, par contre, tu peux pas avoir l'information, à moins que vous avez un chat et que vous savez qui le dessine quoi. Mais là, je ne sais Exactement. pas. Bon, après, premier, ça dépend Ouais. dans quel sens, parce que sur un set, il peut y avoir plusieurs personnes qui font le même personnage, donc C'est ça. Et puis qui est le bon. premier à ce moment-là? C'est celui qui a fini le premier sa carte, C'est peut-être. ça, ouais, peut-être. Non, c'est la première carte sortie surtout. La première carte sortie est dans le plus bas dans le numéro. Parce que des fois, tu peux le dessiner un an avant et que bah, voilà, t'as le seum parce que bah, t'as d'autres qui ont commencé après toi et dont la carte sort après toi, avant toi. Comme tu sais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que c'est Fred. Ouais, c'est ça, c'est Fred. C'est mon directeur artistique sur la carte qui m'avait dit que j'avais été le premier à terminer une carte sur ce set. Donc ça a été la toute première carte finalisée et validée. Oh là 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 là. Et le monsieur du 7 reine de la phare. Hein. The monsieur. Hein. Et Wasabi, c'était le dernier à donner la carte. Ouais, possiblement parce qu'elle a été validée tard, celle-là. Donc en fait, il a fait un cycle, voilà, il a fait un cycle. La sortie. Voilà, c'est magnifique. Donc, pour vous permettre de regarder un peu justement ce qu'il a fait ce monsieur, je vous donne son site artofjulo.com, comme on dit dans le milieu. Il y a des anglo-saxons qui parlent, au moins on l'aura dit à l'anglo-saxonne. Donc, petit dessinateur, petit illustrateur et fan de l'Orcana, le monsieur. Hein, monsieur. Ouais, fan, Ouais. fan avant d'être illustrateur, ouais. Ouais. T'étais fan avant même la sortie quand ils annonçaient l'Orcana ou pas? Non, en fait, j'ai découvert ça par des potes en fait qui ont commencé à y jouer et qui m'en ont parlé, qui me disent ouais, t'as vu ce nouveau jeu là de Disney tout ça, et moi c'est vrai qu'à la base je suis pas trop issu du jeu de cartes. Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, c'est qu'en fait je connaissais personne dans ce milieu-là, donc j'avais jamais entre guillemets été initié, et du coup j'ai découvert ça avec l'Orcana, et ça m'a plu. Ça m'a plu tout de suite. Ah, fan collectionneur, fan joueur ou les deux? Bah voilà, ça va être les questions après. Et si je connais la réponse? Les deux. Les deux, j'aime beaucoup jouer. Je suis pas le meilleur joueur, mais parce que je suis pas aussi assidu que d'autres, mais j'aime bien y jouer. Je pense que je suis
possiblement un des rares qui joue parmi les artistes, parce que tous ceux que j'ai rencontrés, ils jouaient quasiment pas ou connaissaient même pas le jeu. Enfin, connaissaient pas les règles, on va dire. Et collectionneur, oui, parce que je suis en tant qu'artiste, je suis amoureux des œuvres d'art et forcément, pour moi, c'est des petites œuvres d'art, donc j'adore les collectionner. Voilà. Bon, alors je pense que la question suivante qui va être posée, je la pré-shot directement. Quel est ton deck? Parce que bon, collectionneur, joueur, on va commencer par la partie joueur. Hein. Pour l'instant, mon deck favori, mon deck de cœur que j'aime jouer, c'est le deck balai. Ah, mais j'ai fait de la merde, attends, parce que en fait, il voit pas la chronique. Ah là, c'est bien. Mais ouais, ça c'est mon deck favori. J'adore la synergie, mais j'avoue que sur les derniers sets, je me suis pas trop encore penché sur les nouvelles synergies, surtout sur les bicolores. Et surtout la rotation. et la rotation. Donc j'avoue qu'en fait, il faudrait surtout que j'update en fait mes decks avec toutes les cartes que j'ai. Et, j'avoue que là-dessus, je suis un peu à la bourre. ouais, bah voilà, c'est ton travail du soir, voilà, devoir maison. Ouais, du soir, du week-end aussi, je pense, parce que ça suffira pas du soir. Ouais, je pense, clairement. Ça prend pas une seule soirée de mettre à jour. C'est juste une carte à retirer et à remplacer par une autre carte qui est équivalente, ça va, mais je pense que non. C'est ça. Que non. Au niveau donc des cartes, plus généralement, quelle serait ton encre préférée, ta couleur préférée? À jouer ou visuellement aussi, hein, au niveau des cartes. Alors, à jouer... Ah, c'est difficile, mais... Hello Sina, comment tu vas? Ambre, j'aime beaucoup la synergie sur Ambre. Parce que c'est beaucoup plus sur un truc de potes, de copains, de soutien. Ouais, voilà. Tu vois, c'est beaucoup plus un truc d'entraide, ouais. Tu vois, de faire marcher un personnage avec un autre et tout ça. Donc, j'aime bien ce côté-là. Futur joueur, deck jaune-rouge Mickey Mini, t'inquiète, tu verras. C'est marrant, tu mets soutien pour booster l'adversaire et t'as Mini qui dit « Ah, t'as trop de force, dégage !» J'avoue. Et après, à faire, en fait, je dirais Steel, parce qu'en fait, c'est la seule encre que j'ai pas faite pour l'instant. Yes. Ah! Donc on a un petit spoiler. Monsieur a dessiné donc une carte ambre, une carte améthyste, une carte rubis, mais pas encore de style. Ouais, pas encore de style. Pas encore de style. Oh là là. Donc là vous allez éplucher toutes les cartes jaunes, les cartes rouges et les cartes violettes du prochain set, les gars. Hein. Attention. C'est le leak de fou. On sait pas dans quel set, mais vous faites gaffe. Hein. Vous verrez. Vous verrez. Alors, violet, rouge et jaune. Je imagine bien, bizarrement, c'est de bonnes couleurs pour que ça soit Gargoyle ou encore Stitch et ses cousins. Mais ça serait le set 11. Ah, je suis en train de me recoltiner la série Lilo et Stitch. Bientôt la fin de la saison 1. Début de la saison 2 bientôt. Let's go. Donc, à voir. On verra si j'ai misé juste. Ah, ou alors sinon il y a Mystery Mask aussi violet. Ouais, mais là on part dans loin. C'est comme si on part dans Pixar, etc. Quel est ton perso préféré dans Lorcana et dans Disney aussi? Ah, dur. Allez, on va être plus gentil. Ton héros préféré. Héros / héroïne. Héros préféré. Alors j'en ai deux. J'adore Hercule et Tarzan. Ça fait partie de mes deux Disney préférés, du coup de mes deux héros préférés. Dans les héroïnes, j'adore Mulan. La Moumou, notre chère Moumou. Ouais, parce qu'elle est radicalement différente des autres princesses. Bah c'est une des premières princesses, oui. Ouais, mais la princesse. Dans les plus récents, Réponse, j'adore aussi. Ouais, t'as les fans de caractère en fait, hein. Ouais. Bah c'est de là que je suis.
C'est de là que je prends un peu de source et d'inspiration, tu vois. C'est les personnages qui ont vraiment Ouais. une identité. Après, le truc, c'est que les personnages comme Blanche-Neige ou Cendrillon, c'est pas qu'elles ont pas de caractère, c'est qu'elles sont issues de films qui étaient à une époque différents Oui, sur c'est... l'énergie à dégager et aussi, je pense, sur la place de la femme à l'époque et tout ça. Donc, elles ont une énergie complètement différente due à l'époque. Et, mais du coup, c'est là où, sur l'Orcana, j'aime beaucoup les voir redesignés en mode chevalier, tu Ah vois. oui, clairement. Parce que bah, Ça pour le les coup, redynamise à fond et pour en reparler, au j'adore. niveau de l'énergie de Cendrillon, enfin dans le, c'est triste à dire, mais Cendrillon, la seule énergie qu'elle avait, enfin Cendrillon, Blanche et autre chose, c'est quand ils font le ménage, quoi. Enfin c'est quand même triste. Hein. Non, en vrai Cendrillon, non, c'est Ouais, aussi pour aller au bal. C'est pour aller au bal, quand même. ça, quelle fille, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais, C'est vrai que c'est quand même triste à dire, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins d'énergie, alors que bah même Ariel, tout ça, enfin il y a quand même beaucoup plus d'énergie et merci pour le follow Yokals. Yokai. mais Mais ouais, les princesses, c'est toujours un peu le couac hein, des princesses, c'est vraiment le... Enfin, t'as plusieurs périodes de princesses dans Disney, donc ça donne ça. Dans les méchants et méchantes, et là on confond méchant et méchante, attention. ah, euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, méchant. les amis. Hein. Méchant et Ah, méchante. Bien évidemment, vous savez quelle question je vais poser après. euh, ah, j'en ai deux un peu ex aequo. Allez, vas-y, donne les deux. Ursula et Hadès. Ouais. Ursula, Hadès, forcément. Ursula et Hadès. Ouais, C'est... c'est en termes de présence, de chara-design, de folie, Bah, c'est surtout tout. que en fait c'est la période où en fait les méchants avaient quand même un but qui n'est pas si, enfin quand tu regardes vraiment la profondeur, c'est pas si méchant que ça en fait. C'est juste qu'ils veulent un peu d'équité en fait. Bon, Ursula, c'est juste qu'en fait, bah, normalement, c'est la grande sœur de Triton, et c'est juste que comme c'est une femme, elle est pas reine. Vous êtes confondu, quelle est ta carte préférée? Ah, Donald, voilà, te pose la question juste après. Je trouve qu'il y a tous ces trucs-là, comme Scar, etc., enfin, toutes ces questions. Et je trouve que les méchants de cette époque-là sont quand même très profonds au niveau de ce qu'ils dégageaient, en fait. Ouais. Désolé pour Shenyu qui dégageait rien du tout à part de la débilité profonde. Je suis désolé, mais j'aime pas du tout Shenyu. Chez nous, c'est plus l'armée qui faisait peur. Ouais, et Shenmue son n'avait cocon. pas une présence incroyable, quoi. Il Ouais, était là pour se faire botter le cul, quoi. ouais, c'est ça. C'est bonjour, vas-y, botte-moi le fesses. J'aime ça. Alors, ça sera pas cette question-là pour le moment, Donald. La question que je vais poser après les héros, après les méchants, quel est ton allié préféré dans les Disney, bien évidemment. Donc les petites mascottes, tout ça. Bonne question. Ah, je pense. Alors, je sais pas si on peut dire un allié ou un personnage principal, parce qu'il est à la fois héros et allié, mais je dirais Baymax. Ouais, c'est Pour vrai que revenir au ouais. niveau héros. C'est un personnage trop attendrissant. Sinon, je dirais Zazu dans Le Roi Lion. Ouais, Zazo dans le Royaume. Ouais. Oui, le méchant dans Mulan, exactement. Keisha, c'était plus la société d'une certaine façon, exactement. C'est plus ça que. Enfin, le vrai méchant, c'est ça. Et c'est pour ça que dans le film live action de Mulan, c'est pour ça que Shan Yu n'étant pas présente, ça ne change pas grand chose, en fait. Enfin, plus Ouais. la représentativité de la femme dans la société moyenâgeuse. C'est ça, en fait. Et asiatique. Donc, on complète vraiment la définition. Mais voilà, qu'est-ce qu'on ressent de voir plein de personnes manipuler son art? Alors, on va d'abord commencer par la question de Donald. Tout cette confondu, quelle est ta carte préférée? Ah, je pense que j'ai un attachement tout particulier pour le Mickey de Nicolas Cole. Brave petit tailleur. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, c'est l'une des cartes que j'ai adoré au tout début. C'est pour ça que dans mon deck jaune rouge Mickey Mini, j'étais dégoûté de pas pouvoir le jouer parce qu'il n'avait pas passé la rotation. Ouais, celui-là, je pense que c'est le premier sur lequel je me suis dit, ah waouh, c'est trop bien parce que on l'avait jamais trop vu comme ça. Et Hmm. j'aime l'ombre, tu vois, du personnage qui est hors champ, du méchant. Alors, J'adore cette carte. enfin, et puis c'est l'une des premières cartes qui a été révélée et elle était entre guillemets l'une des moins plates en fait. Hein. Enfin, mais si on peut parler de ça de plate, enfin, elle avait vraiment elle dégageait quelque chose en fait, contrairement à d'autres où elle dégageait un peu, mais moi je trouve que franchement dans les premières cartes c'était vraiment la première
avait fait un mode un waouh, et qui a justement lancé, je pense aussi, de tout le panel de dessin. Et comme on disait avec Connie, on a vu l'évolution graphique. Au début, il a un sabre. Alors, on voit quand même le mouvement, tout ça, mais on n'a pas le background, tout ça. Et Nicolas Cole avait fait un énorme travail sur le background, tout ça. Et maintenant, un taf de ouf. Hein. Donc, enfin. Ouais. Bon, certains font un taf de ouf sur le background ici, hein, par exemple, mais ils doivent être obligés de faire un énorme effort sur le sur le premier plan, quoi. Et bonjour, Monsieur Marius, comment tu vas? Donc, ouais, clairement. Enfin, c'est con, mais même par exemple Wasabi, certes, le background est léger, mais contrairement à d'autres du premier set, il y a quand même du travail, quoi. Enfin, il a un sabre, je me rappellerai toujours. Le background, c'est juste du fond rouge, quoi. Sur ce set-là, comme c'est comme il y avait tout un design sur le palais de Jafar, forcément, on avait tous du taf à faire sur l'architecture, quoi. Et bah ça va nickel, ça va. Oui, bah c'est ça l'architecture. C'est ça que en fait, je trouve que graphiquement, en tant qu'artiste, ça doit être un pur kiff d'avoir des travaux différents en fait selon les sets. C'est par exemple l'île d'Arcadia, c'est plus la nature, le match, enfin vraiment il y a différents travaux différents. Alors, question de... Alors, avant Sina, on va rester sur le truc préféré, après on passera sur la tienne, parce que moi j'ai une autre question, on va rester sur le préférence. Quelle est ta licence préférée donc? T'as le droit qu'il y a une seule cette fois-ci. Tu dois choisir entre Tarzan et Hercule. Et Robin des Bois. Et Zootopie. Ah, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Donc, clairement, dans les deux premiers, c'est Tarzan et Hercule, mais... En fait, c'est dur, mais je dirais Tarzan parce que Phil Collins. Ouais, Phil Collins, ouais. Je peux comprendre. Moi, j'aime pas l'univers de Tarzan, mais c'est vrai que les musiques de Phil Collins, tout ça, ça fait un truc de ouf. Et d'ailleurs, on ressent bizarrement donc ton amour de Tarzan, tout ça, dans tes cartes que tu n'avais dessinées avant même que tu deviennes artiste. Comment on peut appeler ça? Des fanarts. Mes fanarts, oui. Même si après, c'est plus que des fanarts, hein, parce que tu avais créé des cartes aussi. Donc un petit Robin des Bois qui reprend un peu ton type graphique, on verra plus tard. Tarzan, comme je disais en off, magnifique avec le petit papillon, tout ça, c'est bête mais ça marche bien, hein. Ça pourrait être n'importe quoi, c'est... on pourrait même le voir dans la tour d'Arcadia, tu vois, quand on avait les parchemins là. Bon, Bellwether, bon... Un jour on l'aura, hein, les armes, mais bon... On commencera à voir les armes, c'est-à-dire avec Pixar, je pense. On pourra déjà voir Roxy Rookie, tout ça. Enfin, parce que bon, pour le moment, je me dis que Roxy Rookie, on l'attendra très très longtemps parce que le fusil du chasseur, le piège à ours, tout ça, c'est Disney friendly, quoi. C'est pareil pour Tarzan aussi. Hein. Oui. Mais après Tarzan, je pense qu'il y a aussi des droits aussi associés. Ouais. Il y a pas mal de problèmes derrière. Mais ouais, pour la petite histoire, en fait, ces cartes-là ont contribué, alors c'est pas ça qui a fait, mais elles ont contribué à ce que je travaille pour Disney sur l'Orcana, parce que, en fait, comment ça s'est passé pour que je bosse pour eux? J'anticipe peut-être une question que tu allais me poser plus tard, mais en fait, j'ai une amie, donc Hedwig, qui bossait déjà sur l'Orcana. Et en fait, elle m'a vu faire ces fanarts et elle m'a dit « Ah, mais ça conviendrait trop bien, tu devrais postuler. » Du coup, elle m'a envoyé le mail auprès duquel postuler. Et du coup, j'ai postulé. Et puis après, ils sont allés sur mon Insta, ils sont allés regarder et ils m'ont contacté par Insta. Yes. Voilà. Donc du coup, ces petits fanarts ont contribué à ce que je bosse pour l'Orcana. Alors, petite remarque en passant, Keisha, oui, on a pas mal d'épées. Mais l'épée, c'est une arme plus noble, tu vois, bien plus noble que le fusil, le pistolet, tout ça, qui est plus lié au gang, tout ça, donc c'est la vision que ça. Ouais, en fait, c'est surtout que ça véhicule quelque chose qui est utilisé actuellement, les armes à feu, alors que c'est assez rare, en dehors d'un GN, qu'on voit des mecs se battre à l'épée, quoi. C'est pour ça que Gargoyle, même en plus de ça, je dis des bêtises, Gargoyle va techniquement apporter les armes, hein, parce que dans Gargoyle... il y a quelques armes, hein. Ouais, oui, c'est vrai. Mais je pense après, quand c'est très très futuriste, il y a une espèce de distance peut-être. Oui, peut-être, ouais, peut-être. Oui, alors quand ils te sortent une Kalachnikov, etc., certains, c'est pas très futuriste, hein. Parce que bon... Oui, c'est vrai. Mais
En soi, il y a déjà eu des armes, puisqu'il y a Stitch qui a son pistolet. Oui, mais là, c'est justement, comme tu disais, c'est une arme futuriste. Donc bon, ça passe, Voilà. quoi. Voilà. Donc on va C'est reprendre un après la truc. question de Sina. Qu'est-ce qu'on ressent de voir plein de personnes manipuler son art? Eh ben, c'est très cool. Bah, après, je connais ça, on en reparlera Ouais, après, on en mais parlera après, je ouais. connais ça déjà sur les jeux de société. Mais en fait, c'est top, c'est surtout particulier par rapport à l'Arcana, parce que, en dehors du fait que plein de gens le manipulent, c'est surtout un jeu de collection, contrairement aux jeux de société ou à d'autres univers. Donc c'est très très différent, parce que là, du coup, il y a un attachement particulier à la carte et à la collection. Donc il y a un engouement qui est très très différent, et ouais, franchement, c'est top. Certaines gratifications, quoi. On se dit qu'en fait, son taf va vieillir dans les années, euh, et va être conservé précieusement par des gens, et peut-être prendre de la valeur aussi. C'est ça qui est beau et qui est intéressant. Et donc ça, c'est C'est assez ça. cool de se dire ça. Ah, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu passer ça, mais les cartes altérées, faut faire attention. Maintenant, ce sont altérations, tout ça, elles sont plus jouables. Ouais. Si elles sont signées, il faut faire attention aussi, machin. Alors moi, c'est bien parce que c'est quand elles sont signées, elles sont dans le classeur, donc moi je m'en moque. Mais c'est faire attention à cela. Parce que je sais que entre guillemets, tu altères, contrairement à d'autres qui altèrent, mais bien plus. Tu peux faire certaines altérations minimes, mais faut faire attention pour les joueurs, donc voilà. Mais au niveau du graphisme, alors je vais juste finir un petit truc, Sina, et t'inquiète, je pense à ta question. C'est que bon, petit dessin, comme vous pouvez voir, un peu divers et variés, mais quand on regarde un peu donc Art of Julo, on voit qu'il y a de la nature, il y a du préhistorique. Franchement, fais-moi le piège là, ours de Roxy Rookie, ce serait bien ça. Ça j'aimerais bien comme objet. Euh, Ouais. Sur Magic, il y a Ouais. des joueurs qui font des decks à thème sur l'illustrateur, peut-être aussi à l'avenir dans leur canal quand il y aura plus de sets. Oui, ça c'est possible, ça c'est possible. Voilà, des trucs un peu plus fantastiques, si on peut dire, comme ça, horrifiques, tout ça. Donc, alors il y avait aussi le Papa Santa qui m'a fait penser à une carte de Rise. Donc, c'est très drôle. Donc, et il recherche des illustrateurs en ce moment d'ailleurs, si ça t'intéresse, voilà, par l'occasion. Ouais, bah, j'avais rencontré les équipes à Cannes, en février là, Mhm. et du coup je leur ai passé mon contact, mais c'est l'auteur de Rise qui est aussi l'illustrateur. Ouais, mais Pour justement le là, ils sont coup. en train de diversifier. Parce que bon, Ok. c'est un truc un peu compliqué. Ça pourrait être sympa, Ouais. effectivement. Tiens. C'est sûr, ça pourrait être sympa, le genre des decks à thème dans leur canal. Du Pokémon, ça que je vais m'imprimer, hein, franchement. Bon, il y a déjà la signature, donc ça fait que voilà, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à Marseille pour le faire signer ou de le faire venir. Mais chut, faut pas le dire. Bon, là, faut que je fasse peindre, carrément, parce que là, c'est plus qu'un pan de mur, hein, mais bon, voilà. C'est comme ça. Et on a aussi du Disney, donc du Ariel, du Vaiana, ou du mix entre différents univers de licence. Donc on en parlait, que justement, Ariel, c'était avant même que tu te fasses contacter, Ouais. dessiner. Vaiana, alors là, t'as des doutes, mais je pense que c'est à peu près dans la même période, parce que si on voit la date de sortie de tes cartes et la sortie de Vaiana 2, parce que je pense que tu l'as dessiné à peu près dans l'ère de Vaiana 2, Ouais, je crois, ouais. donc c'est à peu près dans la même période. Donc bon, là, c'est un peu tendax, c'est peut-être au jour près, quoi. Et bon, bah, le dessin avec toutes les petites souris et les rats qui sont plus récentes. Alors, par contre, j'ai un peu du mal sur une des souris, mais ça, on en reparlera. C'est cette souris-là, je sais pas d'où elle vient. Mais. C'est Brisby, c'est un vieux film de Don Bluth qui s'appelle Brisby et le secret de Nîmes. Mais ça fait partie des très très vieux films. C'est pas vraiment un Disney, mais c'est un ex de chez D'accord. Disney qui a produit le film, donc ça fait partie des D'accord, ok. indépendants un peu de cette époque-là, quoi. Ok, ça marche. C'est. Et super film, mais film très très dur. Ça, ça fait partie des films où à l'époque ils ménageaient pas, quoi. C'est un film pour enfants, pas vraiment pour les enfants, parce que ça parle de mort. Oui, bah, comme pas Quasiment. mal de films hein, de l'ancienne. Hein. Ouais, c'est ça. De Fivel devant. Oui, oui, Fivel, oui, j'avais reconnu. J'avais plus le nom, mais oui, j'avais reconnu. Donc on parlait justement des jeux de société, parce que comme ça on finira la boucle. Donc vous avez pu voir qu'il a illustré quelques jeux que j'apprécie fortement, il le sait.
Dungeon Exit, voilà, que ma mère a acheté après que je lui ai fait tester, voilà. On est des pigeons, voilà. J'ai regardé enfin Brisby. Ah, ok, Asina l'avait vu, Brisby. Donc Dungeon Exit, jeu solo ou duo, ou même plus, hein, si vous achetez plusieurs boîtes, que de casse-tête, qui est vachement cool, que je vous conseille. C'est un jeu de voyage, en plus de ça, c'est vachement stylé. Avec une évolution graphique que j'aimais bien parce qu'en fait, plus de ça, sur l'évolution graphique, on a vraiment différents points de vue. Donc, pendant, soit on sort, soit machin, soit bidule. Enfin, c'était vachement cool. Donc, Et puis ça, en plus, c'est... alors, ce qu'on peut voir là-dessus, du coup, là, l'ILU en haut à droite, en fait, c'était la première version de la couverture. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, ils ont changé, pas parce que le visuel convenait pas, enfin, graphiquement, mais parce que, en fait, la cible faisait trop jeunesse et qu'ils voulaient que ce soit tout public. c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a changé. Et en fait, avant, là, vous Mais, voyez, c'est lui en version chibi. Et là, il a mis en dos, c'est l'auteur en version plus adulte. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Mais ce qui est intéressant, surtout avec les trois refs, donc les trois croquis en bas, c'est que, en fait, c'est à peu près cette dynamique-là qu'on a aussi sur les cartes. En fait, à chaque fois, on va proposer des croquis en noir et blanc, qui après, il y en aura une idée qui sera sélectionnée, et après, on la poussera. Ça, généralement, c'est le travail qu'on fait, en fait, pour quasiment n'importe quelle grosse illustration. Alors, pour les petites illustrations, on n'a pas besoin de faire trois idées, mais pour les grosses illustrations comme ça, les couvertures, Oui, c'est les sûr. cartes, etc., on fait toujours 2-3 propositions pour avoir des angles de vue différents, pour proposer des choses différentes. Tout à fait, tout à fait. Et donc, autre jeu que très certainement d'autres connaissent, Cerber, parce que de toute façon, déjà existe aussi, je crois que je l'ai présenté. Cerber, petit jeu, très sympa, malgré la nouvelle édition, dont tu avais fait les cartes action. À que Ouais, c'est ça. J'avais co-illustré avec Pierre Pless. Yes. Et donc, en fait, c'était lui l'illustrateur principal en fait, au départ, et moi, je suis arrivé en cours de route, en renfort, parce que il pouvait pas tout terminer, je sais plus pour quelle raison. Mais du coup, sur l'extension, on a continué à bosser ensemble, puis ça a été un vrai plaisir. Donc du coup, j'ai fait toutes les cartes à action. Et c'est là où on retrouve un peu le côté cartoonesque que je te parlais justement de ton Robin des Bois un petit peu. Bon, même si là il est un peu plus 3D que là c'est un peu plus 2D quoi. Même s'il y a des reflets d'ombre tout ça, donc on retrouve quand même ta charte graphique. Et plus récemment encore, il y a beaucoup d'allers-retours sur les illustrations de cartes Lorcana ou de jeux de société. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a le plus sur l'un ou sur l'autre? En fait, ça dépend vraiment du client. Mais sur l'Orcana, c'est très précis, c'est normal parce que c'est Disney. Et puis c'est une publication qui est mondiale. Par rapport à un jeu de société, par exemple français, où ça va être au mieux européen. Là, c'est une publication et une vision mondiale, donc forcément, ça nécessite d'être beaucoup plus précis et de faire attention aux moindres détails. C'est ça. Et justement, on va repartir sur la question de Sina, la première question. Comment ça fonctionne pour choisir la bonne illustration? On vous donne une direction, le texte associé à l'illustration, l'histoire qui sera derrière, etc. Donc pour revenir à l'Orcana, mais qui peut se repartir un peu plus sur du jeu de société. Hein, parce que, donc quand tu fais l'illustration d'une boîte, là c'est un peu plus différent, mais sur d'autres choses, comment ça se passe en règle générale, bien évidemment? Alors, pour un jeu de société, un livre, une illustration, en fait, ça va dépendre vraiment du client. Il y en a qui arrivent avec quelque chose de très précis, parce qu'ils savent à l'avance, et il y en a d'autres qui disent euh, j'ai à peu près le thème, par exemple, je veux faire un truc style Halloween, mais après, propose-moi quelque chose. Ou il y en a qui vont dire je veux Jack O'Lantern dans Halloween, je veux qu'il soit de nuit dans un cimetière, ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a une idée un peu plus précise. Pour l'Orcana, on a toujours un brief, ouais. On a toujours un brief de la carte parce que il y a une écriture avant en fait du set et de l'histoire qui va se passer, donc forcément il y a une idée derrière les cartes de ce qui va se passer par rapport en fait à l'histoire du set. Donc forcément, Ouais, on a un brief au départ. Et après, on propose des versions de cadrage qui vont amener l'histoire. Par exemple, pour Wasabi,
le brief, grosso modo, était que en fait, il bloquait un couloir. En fait, il bloquait l'ennemi dans un couloir, quoi. Ouais. Il faisait barrage. Voilà. Donc, on a ce genre de description. Après, bah, de là, on peut imaginer plein de choses différentes, plein de poses différentes, plein de cadrages différents. Et après, c'est eux qui vont choisir celle qui est, selon eux, la plus pertinente, quoi. Oui, oui, ben, soit t'as en gros, alors si je me souviens bien de ce que me disait Connie, c'est que soit t'as genre, bah, comme tu disais, une phrase à la con de type il bloque le couloir, quoi. C'est simple mais efficace. Hein. Soit après tu vas voir par exemple aussi la scène où il se trouve, bah, c'est plus je pense dans les sets un peu plus génériques, par exemple, j'ai une bêtise, le set 1, le set ciel scintillant, où là vraiment ça peut être n'importe où. Alors que là, bon bah c'est dans le règne de Jafar, donc bon bah là il y a déjà le contexte en fait, plus ou moins, puisque bon. Ouais. Et puis des fois, le brief évolue. Par exemple, pour la carte de Fred, au départ, on avait fait une proposition avec les soldats de sable, donc les gardes de Jafar. Mais en fait, vu la taille en fait, à laquelle ils allaient être au final, en fait, on les voyait pas. C'était plus perturbant qu'autre chose, donc en fait, on Ouais. les a enlevés. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui était dans le brief au départ et qui a évolué après parce que l'essentiel, c'était d'abord d'avoir Fred en version géante, plus que d'avoir des petits personnages en patte de mouche dont on comprenait pas Après ils trop sont déjà fait son carboniser, c'est pour ça, on peut les en retirer. Exact, exactement. Là, il reste plus grand-chose des soldats. Ouais. Alors, avant que je pose une autre question, Sina, je vais juste finir sa présentation, parce que vous le connaissez autrement, de façon plus récente, je dirais même de l'année dernière, du point de vue international, puisque les vaginettes, hein, comme on les appelle dans le milieu, les bonnets phrygiens du Paris 2024, donc c'était toi qui as été embauché là-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait une société qui s'appelle W Conrad Design, basée à Paris, une agence de com, qui a eu la communication visuelle, en fait, qui a obtenu la communication visuelle des JO. Et donc, du coup, ils ont fait appel à moi pour... Alors, c'est pas moi qui ai fait le design originel de la Ouais. mascotte, parce qu'elle était déjà faite quand je suis arrivé sur le taf. Mais j'ai eu la chance de faire toutes les poses olympiques, paralympiques, enfin toutes les poses sportives Oui, le concept art poses- était déjà fait, mais toi, t'as fait après tout le. Entre guillemets, il fallait l'animation. lui donner Ouais. ça. C'est ça. Mhm. Donc voilà. Voici l'animateur de Vaginette. Et donc, aussi le concept art de la nouvelle mascotte du parc Walibi. Ouais, alors en fait, Walibi, au final, ils sont partis sur une autre piste, parce qu'en fait, on était plusieurs à travailler dessus. D'accord. Et ils sont revenus en fait sur la version, une version plus proche de celle qu'ils avaient D'accord. jusque-là. Mais du coup, j'avais participé à ce qu'on appelle un appel d'offres Ouais, une appel d'offres. pour la mascotte. Ouais. Yes. Donc, ouais, c'est vrai que ça donne un coup de jeune, quoi. Moi, souvent, Walibi, il a mal vieilli, quoi. Ouais, après c'est toujours compliqué, sur les mascottes existantes, c'est toujours compliqué parce que souvent les clients, ils veulent à la fois du changement et à la fois, Garder ils veulent l'ancien. pas trop perturber les gens. Donc ils sont un peu entre avancer et rester sur place, tu vois. Exactement. Donc c'est pas toujours évident. Et donc, repartons sur la question de Sina, que je n'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. C'était principalement sur les cartes au niveau, quand tu disais que tu avais une certaine fierté, mais ça marche aussi au niveau du jeu de société, au niveau du bonnet phrygien. Est-ce que tu ressens la même joie que les peintres qui exposent au Louvre? Euh, Ah, je pense que c'est un c'est peu... une très bonne question parce que je sais pas quelle joie ils peuvent ressentir. Je Mais pense que c'est un peu surestimé, mais je pense que c'est pas la même joie, mais... ouais, non, non. C'est pas la même chose qu'exposer en galerie, c'est sûr, parce que en fait là il y a un retour direct des gens qui viennent voir. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs. Mais c'est ça justement que j'aime bien avec l'Orcana, c'est que du coup, je peux voir après en tournoi, en festival, des gens avec les cartes, ou pour les jeux de société, quand les gens viennent pour de la dédicace en Mhm. festival, et où ils me disent ah bah on a adoré, on a joué avec telle personne, on a adoré à tel moment. Ça c'est intéressant parce que du coup ça fait une vraie connexion avec les gens
ce sur quoi, dans d'autres domaines, j'ai pas forcément, parce que je travaille par exemple aussi dans les jeux sur smartphone, et c'est super, mais là, j'ai pas le contact direct avec les gens. Je sais pas si que les gens ont pensé en fait de telle ou telle extension, Ouais. alors que sur Lorcana ou sur une société, là, je peux le voir direct et partager ça avec des gens, et ça, c'est assez cool. Oui, c'est sûr. Après, je pense aussi qu'il y a quand même une grande différence entre les peintres, enfin deux grandes différences, parce qu'il y a une différence nette et précise, c'est que les peintres qui exposent au Louvre ne peuvent plus être trop joasses en règle générale. Et voilà. Ouais, la plupart ils ont profité de leur notoriété, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Mais en dehors de ça, c'est surtout que moi, je pense que quand tu vas voir une peinture au Louvre, tu sais déjà le peintre en fait. Enfin, c'est plus en mode tu vas découvrir. Alors que les artistes de jeux de société, de jeux de cartes ou même ça fait penser un peu aux comédiens de doublage. C'est en gros c'est des personnes donc on connaît leur art, mais qu'on ne les connaît pas. En fait, c'est un peu les illustres inconnus quoi. Enfin, c'est l'équivalent du soldat inconnu quoi. Après, la grosse différence aussi qui est due à l'époque de la plupart des artistes, on va dire, classiques, c'est que la peinture qu'ils faisaient, elle était très souvent unique. Alors des fois, il y avait des séries où elles se ressemblaient un peu, mais les peintures sont uniques, alors que nous, comme on travaille essentiellement en digital et que c'est imprimé, les cartes Lorcana, en fait, elles sont à des dizaines d'exemplaires, sauf cas exceptionnel des enchantés qui sont un peu Ou plus les rares. iconiques. Mais voilà, sinon elles existent partout, alors que du coup, enfin, la Joconde, il n'y en a qu'une, quoi. C'est ça. Ah, soi-disant. Parce que bon, il y a quand même le mythe que. Mais non, mais en fait, ça fait penser un peu, c'est comme les gravures, etc. de l'époque, où en fait, on connaît les gravures, on connaît pas les artistes, en fait. Enfin, C'est ça. c'est triste à dire. Mais indirectement, c'est une certaine fierté aussi de se dire, enfin, une certaine humilité, en fait, une fierté humble qu'il y a, contrairement aux peintres, enfin, moi, que je trouve différente, en fait. C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'aspect dédicace, signature, parce que ça rend la chose plus unique, là, pour le coup. C'est ça. Et se faire autographier la Joconde, bon, techniquement, c'est compliqué. Non, ouais. Je pense que c'est pas trop possible. Question de Sina, quand on commence à dessiner des cartes pour l'Orcana, est-ce que vous êtes sûr d'en avoir pour les sets suivants ou est-ce que c'est en compétition avec d'autres artistes et donc ça ira plus rapidement sur le fait de comment se passe en gros plus ou moins le dispatching, etc. Quoi. Ça va plus aller le temps. Quoi. Alors, pour la petite info, moi, l'année dernière, en fait, je suis allé dans pour appeler ça une convention d'artistes, un festival qui est à Los Angeles chaque année, là, qui est là à fin octobre, qui s'appelle Lightbox. Et donc qui réunit beaucoup d'artistes et dont les équipes de Disney Lorcana. Donc j'avais pu rencontrer pour la première fois les gens avec qui j'avais travaillé. Et du coup j'avais demandé combien d'illustrateurs à peu près on était. Et donc il y a un directeur artistique qui m'avait répondu, à l'époque en tout cas, qu'on était 700 et quelques. Donc beaucoup. Alors après je pense que ça englobe ceux qui font que les cartes lieux, ceux qui font que des concepts, c'est-à-dire toute la préparation du set et de l'univers. Donc c'est des illustrations en fait que nous les illustrateurs on voit parce qu'elles nous servent de base, mais que le public ne voit pas. Ouais, c'est ça. Donc il y en a beaucoup, mais forcément oui on est en concurrence. En fait on n'a pas de sécurité, c'est-à-dire que ils nous disent pas bah voilà t'as fait 2 cartes, dans 3 mois on va t'en donner 3 et 6 mois après on t'en donnera un. En fait eux-mêmes le savent pas. La marche à suivre en fait qui se passe à chaque fois, c'est que pour chaque carte, il y a un directeur artistique qui est lié à la carte. D'ailleurs, si vous allez voir sur Instagram, si vous suivez un peu les artistes qui postent leurs cartes, vous verrez à chaque fois, ils mentionnent le directeur artistique avec lequel ils ont travaillé. Donc, vous pourrez voir comme ça les directeurs artistiques, parce que c'est des gens aussi qui bossent aussi sur les cartes. Ils sont pas que directeurs artistiques, ils font aussi les cartes. Donc en fait, c'est le directeur artistique qui va choisir l'illustrateur. Donc en fait, lui, il va prendre la base de données que Disney ou Ravensburger va lui donner, mais il a aussi les artistes qui sont pas assez chouchous, mais qui sont un peu les gens de confiance avec qui il a l'habitude de travailler. Donc si ça se passe bien sur des cartes, on a plus de chances
de retravailler avec le directeur artistique. Moi, c'est ce qui s'est passé, notamment avec un directeur artistique, euh, euh, où là, j'en suis, je pense, à la 3e ou 4e collaboration avec lui. Ouais. Ouais. Et où j'ai travaillé avec lui sur ma première carte sur Wasabi. Et ça s'est très bien passé. Et sur plusieurs points. Il a aimé le rendu, mais il a aimé aussi la rapidité. Voilà, en fait, les directeurs artistiques vont chercher différentes choses après selon les artistes. Donc ils savent qu'ils vont appeler tel artiste par rapport à telle chose. Ils vont se dire, bah lui, il gère bien les décors. Ou lui, il a un univers couleur très intéressant. Là, pour cette carte, ce serait bien. Oui, Donc, bah, du coup, voilà, en fait, l'univers, tout ça, ouais. Au niveau du graphisme, etc. Enfin, si ça colle aussi avec la description de la carte qui avait été faite en amont, quoi. Donc, c'est ça. Et après, en fait, c'est bah, plus on bosse sérieux, ben, comme dans tout, hein, plus on bosse sérieusement et on fournit le taf demandé, plus on a de chance après d'être rappelé. Mais voilà. Moi, depuis mes 2 premières cartes, je continue à travailler pour l'Orcana avec très très grand plaisir. yes. Et justement, est-ce que c'est un rêve d'enfant d'illustrer, déjà de base, mais plus généralement d'illustrer un jeu de TT, ce que tu as déjà fait, est-ce que tu l'as réalisé donc, et d'illustrer donc un TCG, enfin tout ce qui est tous ces univers-là en fait. Parce que quand on était enfant, il y avait quand même Matic. Dans mes rêves d'enfant, c'était plutôt de travailler pour Disney. Yes. Je pense comme beaucoup d'illustrateurs, c'était un rêve de gosse de pouvoir bosser pour Disney, parce qu'on a grandi avec les films Disney, donc pouvoir illustrer les classiques de notre enfance, c'est quand même assez fou. Jeux de société, en fait, j'ai connu ça assez tardivement. C'est un peu pareil que ce que je disais tout à l'heure. C'est que, en fait, j'ai pas. C'est pas que c'était pas mon truc, c'est que j'étais pas trop initié, hormis les classiques de base, style Monopoly et le Puissance 4, quoi. En fait, j'avais personne dans mon entourage qui était vraiment dedans, un peu comme les TCG. Donc j'ai connu ça assez tardivement, mais une fois que j'ai connu ça, par contre, j'ai adoré tout de suite. Donc pas trop un rêve d'enfant du coup parce que je l'ai pas connu. Alors d'adulte. Par contre, dessiner et illustrer pour du jeu, pour du livre, oui, ça c'était parmi mes rêves de gosse, c'est sûr. Ouais. Ouais. Pouvoir transcrire un monde de façon graphique. Ouais, et puis le transmettre à un public assez large, je trouve que en tant qu'illustrateur, on fait un métier fabuleux où en fait on fait rêver les gens et on les divertit, et ça c'est assez fou, quoi. Et donc, à quel âge as-tu eu ta passion pour le dessin? Ah, c'est venu assez tôt. J'ai toujours, c'est assez banal, mais bon, j'ai toujours un peu dessiné. Par contre, j'ai toujours penché vers des choses assez artistiques, mais je dirais au collège, fin du collège, je savais que je voulais être dessinateur. Au début, je voulais faire de la BD. J'étais parti pour être vraiment dessinateur de BD, puis ça a changé avec le temps. Mais ouais, dès la fin du collège, j'étais sûr et certain de vouloir en faire mon métier. J'étais assez têtu là-dessus. La prochaine BD sur les vaginettes, hein, ça sera le nouveau Titeuf. Parce que sur l'illustration qui est là. Alors, est-ce que les artistes sont différents entre une carte enchantée iconique? Enfin, je sais pas si ça va être clair. Est-ce que ce genre de carte est conservé pour certains artistes? Du coup, comment se passe le travail de l'artiste avec des cartes foil? Alors, oui, en fait, dans un certain sens, oui, parce que comme les enchantées sont très particulières, et comme sur chaque set, il y a un style différent sur les enchantés, comme vous avez pu le remarquer, chaque fois il y a une empreinte différente, et du coup il y a vraiment une réflexion différente sur les enchantés. Ils vont forcément prendre des artistes qui vont correspondre. En fait, c'est un peu... Bah, puis il y a une confiance qui se met, en fait. Par exemple, le Connie qui a fait son enchanté, c'est un peu des œuvres d'art à part des autres cartes. Donc forcément, ils vont choisir des artistes qui sont compétents par rapport à celle-là. Pas forcément qui sont meilleurs que les autres en général, mais qui sont compétents là-dessus. Et je pense aussi qu'ils en choisissent qui sont un peu chevronnés sur leur canard. C'est un peu des échelons qu'on grandit, c'est-à-dire qu'ils vont pas nous donner tout de suite une légendaire ou une enchantée parce que c'est plus tricky. Du coup, ils vont être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus durs. Donc il vaut mieux, ça te fait un peu les dents sur des premières cartes.
Et une fois qu'on sait, une fois qu'on est habitué, là, ils peuvent grimper un peu et voir si on arrive à gérer un peu mieux les cartes. Quoi. Alors par contre, Et donc arriver sur... vu que toi t'es arrivé plus récemment, je pense que la question sur les cartes foil aura beaucoup m'intéresser parce que le foil est différent comparé au premier. Je pense que la question aurait été plus intéressante pour quelqu'un qui avait travaillé au tout début parce que le foil avait vraiment intérêt parce que par exemple, je pense au Tamatoa vert du premier set, si je dis pas de bêtises, où c'était les pièces qui étaient en doré, enfin vraiment il y avait que des points par-ci par-là, alors que maintenant c'est quasiment tout qui est foil en fait, enfin c'est... Moi personnellement je trouve ça un peu dommage. Ouais, en fait la technique a changé. Mais il faut savoir aussi que le foil dépend du fichier que l'artiste va donner. Donc ça, pour le coup, je sais pas par rapport aux autres artistes, je sais par rapport à moi. Mais en fait, donc la plupart, on donne un fichier Photoshop. Hein. C'est assez basique. Mais en fait, plus on va dissocier les différentes parties, c'est-à-dire le premier plan, le personnage, le décor et les objets, plus le foil sera facile à faire. Parce que si tout est sur un seul calque, en fait, c'est impossible de faire un foil, puisque du coup, en fait, en termes d'impression, on peut pas mettre différentes couches. Oui. En fait, le foil, c'est des mini-couches d'impression. Donc, il faut que le fichier soit bien préparé à l'avance. Donc, mieux le fichier est préparé, plus le foil sera intéressant. Après, aujourd'hui, je pense que la plupart respectent ça dans leur travail. Mais après, est-ce qu'il y en a qui en fournissent plus ou moins, ça, je sais pas. Et je pense que je pense que pour le coup, ça doit être un peu plus fourni pour les enchantés, les iconiques, justement pour l'empreinte, tout ça, ça doit être aussi là. Ouais, parce qu'après il y a une texture, il y a une patte qui est différente aussi sur les enchantés, et en plus, elles sont en full art, qui est très différent aussi. C'est ça. Donc c'est l'artiste qui choisit où est le foil. Non, c'est pas l'artiste qui choisit où est le foil, mais c'est l'artiste qui va construire son fichier et qui va le donner, et après, selon comment il aura construit son fichier, c'est du coup à l'impression. Quoi. Oui, dans tous les cas, il demande toujours de séparer au minimum le personnage du décor et les éléments qu'il peut y avoir. Par exemple, si je sais pas, s'il y a des pièces qui sont en train de voler, bah, il vaut mieux que les pièces elles soient séparées du décor. Après, par exemple, s'il y a des fumerolles derrière, il y en a qui vont les mettre avec le décor, il y en a qui vont les séparer. Du coup, ça donnera une couche supplémentaire sur le foil. C'est ça. Mais en tant que joueur, je trouve... après, ça, c'est plus la méthode de travail. Oui, ça c'est plus de chacun. Donc Keisha qui confirme, en tout cas en tant que joueur, je trouve que l'avantage de l'Orcana, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cartes de seconde zone. Elles sont toutes très travaillées, peu importe la rareté. Donc c'est-à-dire que je transcris, carte oisive était une commune, mais autant travaillée que l'iconique. Voilà. Bon après, je suis d'accord. Et alors, là, pour le coup, hormis les enchantés et les légendaires, je pense que je vais mettre à part, il n'y a pas d'importance plus que ça sur la rareté quand on les fait. C'est-à-dire, ils peuvent nous dire que celle-là est très importante. On peut avoir un budget plus important parce que la carte est un peu plus difficile à faire sur la description, mais pas par rapport à la rareté. En fait, ça n'a rien à voir avec la rareté. Si par exemple, il y a une grosse perspective ou deux personnages dans l'image, mais que c'est une commune, elle va être plus dure à faire qu'un personnage qui est de face, et c'est une super rare. C'est ça. Question de Monsieur Yokais. Y a-t-il un ou une artiste avec qui vous aimeriez collaborer et pourquoi? Merci pour la réponse, c'est très intéressant. Smiley content. Ça dépend dans quel domaine, mais je pense que pour l'Orcana. Je pense que pour l'Orcana, une collaboration. Hein. Pour l'Orcana, hormis Nicolas Cole. Je dirais Max Ulchiné. Max Ulchiné, j'adore. Bah, d'ailleurs, il a fait un super travail aussi sur Max de la série Dengo. J'adore son travail de couleur en général. Je le connaissais déjà, comme Nicolas Cole d'ailleurs, avant l'Orcana. Et j'avoue que j'adorerais collaborer avec lui sur une carte. Je pense que ça me stresserait, mais j'adorerais. Oui, alors, bien évidemment, moi ça m'avait un peu fait rire au tout début, c'est quand tu avais été invité que tu avais appris ça des personnes. Après, c'est des personnes qui s'y intéressaient pas forcément de base, mais je vous rappelle, on avait parlé avec Connie, mais en même temps c'est un peu logique, on en avait parlé aussi parce que c'est donné sur le site de l'Orcana, c'est que chaque carte va être liée à la couleur. Par exemple, là on voit que Fred avec le crachat de feu qui est vert,
Wasabi qui va avoir un reflet bleu, mais il y a aussi un code graphique au niveau des formes, hein. On a le côté entremêlé dans jaune, ambre, tout ça, on l'avait retrouvé, on en avait parlé, tout ça. Voilà, c'est un peu plus complexe, parce que forcément, plus on avance, plus je pense qu'ils sont en mode plus à cacher quand même, parce que bon, avant c'était... En fait, sur le langage des formes, ils sont plus attachés sur le langage de forme que sur le langage de couleur. Ouais, oui, tout En à fait. gros, Oui, enfin bon, sur, ça vaut... vous le verrez sur certaines cartes, il y a par exemple certaines cartes où la couleur est pas hyper représentée parce que c'est un peu dur. Des fois, c'est par exemple dû au personnage. Admettons, je sais pas, on met Hades qui a du coup son crâne avec la flamme bleue, mais que c'est une carte violette. Bah, si on le met dans sa version originelle, bah, on va lui garder la flamme bleue Oui. et du coup, il y aura moins de violet. Mais par contre, le langage de forme, on retrouvera le langage améthyste, quoi. Mais par exemple, le Diablo, donc quand il était arrivé en vert, belle teinte de vert, et puis voilà quoi. Bien, Oui, voilà. bien, En fait, il y a bien des cartes. Et après, il y a les personnages altérés ou les personnages dans la version du film. C'est ça. Oui. Donc les Par exemple, le storyboards... Fred. Alors que le Wasabi, lui, est dans sa version classique. Mais exactement, il y avait déjà Hades Ambre au premier set avec une flamme jaune justement, parce que c'était plus en mode, bah déjà il avait la Floodborn en mode roi, donc la flamme jaune dorée pour plus la dorure. Ouais. Et l'autre, c'est vrai que j'arrive plus à voir vraiment la flamme de deuxième. Je crois qu'elle est bleue. Sûr, mais j'ai un doute. Le doute Ouais, m'habite. c'est possible. Mais le premier, oui, Et j'avais possible. adoré. Enfin, c'est vrai que, moi personnellement, j'apprécie encore plus une carte quand vraiment il y a un petit clin d'œil. Alors, pas forcément un gros clin d'œil. Là, le clin d'œil est moyen entre guillemets, le bleu et le vert des deux. Mais donc, il est très bien. Mais j'avoue que quand il y a trop de la couleur, ça me ça me... Non, non. Ah non, c'est le background qui est jaune et on a les mains qui sont jaunes, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des Hades de violet. Ouais, déjà. ça dépend des cartes. Après, c'est mieux si on le fait, mais ça s'y prête C'est ça. pas toujours. Non, pas toujours. Mais... Des fois, c'est trop compliqué de le faire de manière obvious. Et des fois c'est bien, mais ça permet d'avoir une bonne base de... Ah, c'est sûr qu'une Blanche-Neige en jaune, c'est facile à faire. Une Blanche-Neige en violet, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, surtout si sa tenue est la tenue de base. En fait, c'est Ouais, toujours pareil. c'est ça. Si c'est une alter ou pas, ça dépend. Après, si c'est violet, ça veut dire qu'elle est mage, donc c'est-à-dire que tu vas avoir un peu plus de liberté, quoi. C'est une Dreamborn ou une Floodborn. Mais... Au niveau de l'histoire. Et donc voilà, les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais quand même avancer parce que bon, sinon on va faire toute heure, ce que je voulais éviter. Mais bon, comme j'avais dit, c'est heureusement que je vais pas parler de tout. Sinon, on allait faire plus qu'une heure. Voilà, on va dépasser. Après, c'est pas très grave. Hein. Enfin, c'est surtout pour toi, Jules. T'as peut-être la bouffe, nourrir un animal, faire ton jogging. Non, toi, c'est le matin le jogging. Ah, jogging, je le ferai une autre fois. Mais, Donc, le lock à bourse. Alors, non, c'est des inspirations, on va passer là-dessus. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Je me suis trompé, il y en a un violet et deux views. Oui, c'est ça, il y a deux views, genre, deux bicolores de Hades. Donc, on va parler de l'orc à bourse. Donc, c'est au niveau, bah, justement, collectionneur. Ça peut intéresser aussi autant que joueur. C'est au niveau de prix des légendaires. Est-ce que tu as plein de légendaires dans ta collection, monsieur Jules? je commence à en avoir quelques-unes maintenant. Est-ce que tu les as en playset? Pas beaucoup, hein. Mais est-ce que tu as en playset les plus chers surtout? Donc, dans le dernier set, on a une baisse de Dumbo qui passe de 60 à 55 €. J'espère que tu as ouvert du Dumbo parce que, voilà, hein, t'aurais pu te faire une fortune et te racheter peut-être une display. Tu as le Scar qui passe de 12 à 10 et sinon le reste reste à peu près au même prix. Le Hades qui est surprenant, qui est à 10 € toujours et encore. Donc on parlait justement du Robin des Bois là en gris, bon là c'est parce que c'est un Floodborn, ça marche bien. Mais la Cruella d'Enfer par exemple, le bleu, elle a juste une aura bleue qui marche très bien, bien que ce soit une Storyboard. Bref, voilà, c'était au niveau du graphisme de loin, on le voit assez bien. Et les autres sets, donc le premier chapitre. Donc t'en as ouvert du premier chapitre ou pas? Ouais. J'ai envie du premier chapitre. Ouais. J'ai le Mickey. T'as la Mickey. Là, Elsa qui grimpe, mais sinon tout reste. Hein, le Mickey qui est à 2 €, je suis choqué. Est-ce que Ravensburger vous envoie votre carte dessinée en avant-première? Moi, j'ai déjà répondu. Alors, en fait, il nous envoie pas notre carte, il nous envoie
je crois que c'est 3 mois après la sortie du set en physique, ils nous envoient un display. Mais du coup, si on a une commune, c'est assez facile de la tirer. Si on a une enchantée, on a assez peu de chance. C'est ça. Bon, après, c'est entre guillemets pour le moment, parce que bon, ils n'arrêtent pas de changer, on va dire, les offres. Peut-être que tu auras 5 displays, peut-être que tu auras toutes tes cartes en unique, tout ça, à voir. Moi, c'est déjà cool d'avoir un display. Ouais, hein. c'est ça. Ou j'allais dire justement, ou sinon, bah, peut-être qu'ils ne offriront plus rien. Voilà. C'est bon. Rise of the Floodburn, on va avoir des prix stagnants, hein, c'est normal, parce que plus aucune carte n'est jouée, sauf à rééditer en moindre rareté, la bête qui grimpe un peu, parce que forcément achat de collection, ou potentielle réédition. Justement, petit achat de la réponse jaune hein, de ma part, c'est un peu pour ça qu'elle avait pas été à 10€, mais à 11-12€, c'est que j'en ai profité qu'elle soit à 10€. Into the Inkland, pas de prix différent. Le retour d'Ursula, justement Ursula, et bien le Diablo dont on a parlé qui passe de 9 à 10. Lui, exemple autre concret, c'est que la Sisu, bah, là on voit clairement pas que c'est du rouge, mais bon, ça matche bien quand même. Mais, bah, ça me pique un peu dessus. Ciel scintillant, il y en avait une qui était vraiment pénible, c'était dans le set 1. C'est pas un Bucky, c'est comment il s'appelle le caméléon dans Réponse là. Ah, Pascal. Ouais, il y avait un Pascal qui était horrible. Je crois il était violet. On avait un Pascal violet, mais qui était vert, tout ça. Enfin, c'était vraiment la couleur verte, voilà. J'étais perturbé à chaque fois. Ciel scintillant, grimpe de Clarabelle de 42 à 46, sinon ça stagne. La mer Azurite. Bon, Maui, demi-requin, 32 à 35€. Bientôt je vais le jouer, bientôt je suis en cours de construction. Le max, je vous assure, j'ai réussi à trouver un deck vert rouge, ça marche. Je sais pas comment, mais ça va marcher. Isma, 19 à 20€, elle a bien grimpé en un mois. La Jasmine de 3 à 4€, elle grimpe pas beaucoup. Et le reste, pas des masses. Et tombé max, il reste à 10€, même si c'est pas tombé max, mais dans le sens de ton allié préféré. Allié, héros, tout ça. Île d'Arcasia avec ce magnifique vert. Bah, c'est un vert émeraude, hein, on est d'accord, cette couleur-là, c'est vert émeraude techniquement. Qui est pas du tout la couleur du vert émeraude de l'Orcana, mais c'est pas grave. Je suis pas très bon au niveau des couleurs, j'arrive à différencier, mais je connais pas les noms. Il y a trop de couleurs dans le monde. Balthazar Picsou qui passe de 11 à 12€ et le Tamatoa 22 à 25€. Ce n'est pas la performance de deck objet qui font la hausse, c'est principalement la collection de 7. Hein, donc ça c'est Jules qui a acheté 4 Tamatoa, voilà on le sait. Nous avons le règne de Jafar, alors là ça modifie, parce que le Ratigan qui passe de 6 à 7€, forcément le Saphir qui grimpe au niveau de la jouabilité, et c'est une carte très intéressante parce que bon bah ancré pour qu'il reste sur le terrain, c'est facile, hein, c'est du 6-7 hors d'atteinte étant un 4 cette coquine. La Namahari de 20 à 21€ et réponse de 9 à 7€, elle baisse de nouveau. Ou les gens qui préparent les tournois Infinity. Chut, Kisha, faut pas trop en parler parce que moi je suis en train de préparer toutes mes cartes en Infinity, tu vois, je collectionne toutes mes légendaires là, hein, chut, faut pas dire. Est-ce que vous savez s'il y aura encore des trailers pour la suite de l'Orcana? Bah ça Jules, je pense que t'as le même genre de réponse que même mon commercial, c'est-à-dire tu n'en sais rien. Ouais. Et malheureusement, ça, au bout d'un moment, si tu veux, j'essaie d'avoir des contacts, tout ça, machin, mais bon, je pense que j'aurai le même genre de réponse, c'est je sais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, voilà, bon, on va quand même faire... Je réfléchis un peu. Un lot de questions, parce que c'est le moment qu'ils attendent tous. C'est les questions sur les cartes. Là, tu vas être forcément mis à rude épreuve. Tu vas être forcément mis à rude épreuve. Est-ce que c'est le moment du Lorca Quiz, essayer de retrouver une carte? Est-ce que tu es bon collectionneur? Est-ce que tu es bon joueur? Est-ce que tu es bon illustrateur? Voilà, aussi, dans le sens où, techniquement, en tant qu'illustrateur, tu connais tous les détails, enfin, tu arrives à reconnaître tous les détails. Est-ce que tu reconnaître les détails des cartes aussi? Tout d'abord, est-ce que tu es un bon collectionneur? Est-ce que tu retrouves, grâce au Lorca Code, donc je donne une citation, retrouver une carte, juste avec la citation qui se trouve en bas, bien évidemment quand il y en a une. En grandissant, il commence à comprendre ses responsabilités envers toutes les créatures de la forêt. In English, as he grew older, he began to understand his responsibilities to all the creatures of the woods. Alors, quelle version de Bambi, les amis? Vous pouvez donner l'artwork. Vous me dites le violet, ça marche pas, parce que les Bambis sont violets. Prince de la forêt, la commune. Celui où il est adulte. En effet, c'est le Bambi, prince de la forêt, Storybrand. Héros prince de Ancrab, 3 de force, 2 de volonté.
Ah là là. Ouais, tu joues avec des pros des citations hein, ici. Hein. Je vois qu'il y a du niveau. Ouais. J'arrive des fois à les coincer, mais c'est très rare. Hein, genre une fois tous les 3 mois. C'est vraiment complexe. Allez, on va voir le Lorca des zooms. Là, t'as des chances. C'est une carte où j'ai zoomé. Je vais dézoomer au fur et à mesure. Donc, c'est là où justement ton talent de graphiste va être un peu plus mis à rude épreuve. Puisque bah, là, est-ce que tu auras le coup d'œil pour retrouver tous les détails? Parce que c'est vrai que des fois, quand je zoome, des fois, je me dis oh, tiens, il y a ça. Voilà. C'est la latence. Sinon, il avait la réponse. Exactement, c'est la latence. Bien évidemment, Jules avait la réponse. Exact. Quelle est cette carte? Ça, c'est du 7 Jafar. Ça, c'est sûr et certain, c'est du 7 Jafar. Ah là là, le monsieur reconnaît déjà J'ai quelques détails. l'impression que c'est une carte, mais je suis... La reine monarque absolue. Non. Fred. Quel Fred? J'ai l'impression que c'est ma Fred, mais je suis pas sûr et certain. Premier code d'émeraude. Non, oula, émeraude, monsieur Donald. Mais sûr et certain, c'est du Jafar. C'est du 7 Jafar. Le gigantesque. C'est le Fred gigantesque. Et en effet, C'est ça, hein, c'est bien ton petit Fred, voilà, zoomé dans le petit coin en plein milieu, voilà, savoir si tu l'aurais reconnu. Bon, techniquement, quand on travaille sur une propre carte, on connaît à peu près les détails, on connaît le moindre pixel. La prochaine fois, je mettrai juste un pixel. Ouais, surtout par rapport aux formes, j'ai reconnu que c'était le 7 Jafar, mais ouais. J'ai eu un petit doute sur... Ouais. Ah, mais... Eh, tu te défends sur tes propres cartes, c'est bien. Ouais, ça va. Je connais mes propres... C'est pas mal. Bon, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Le problème, c'est qu'il y en avait pas mal quand j'avais fait ça. Donc, maintenant, le Lorca GIF. Voilà, on va un peu dépasser, alors c'est pas très grave. Description d'une carte avec des GIFs. Ok. Donc, on va chercher une carte rubis. Alors, rubis, c'est au moins d'une de ces couleurs. Ça peut être une carte bicolore, je précise, pour les nouveaux. Pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas, c'est le genre de jeu où les gens ont du mal à trouver. L'îlot légendaire. Non. Soyez prêtes. Non. Alors voilà, ça c'est le petit jeu, c'est trouver la carte avant même que je donne le moindre indice. Hein. Je précise, vous inquiétez pas. Ce n'est jamais arrivé. Si, je crois une fois. Une fois, je crois que c'est arrivé. J'étais choqué, mais voilà. Donc, une carte... la forme... De quoi? La forme n'est pas un indice. Non, c'est à chaque fois une tâche. Hein. C'est en mode vraiment une tâche. Papa, non. Réponse lançant sa chevelure. Non. Allez, premier indice, une mouette. Ça, c'est Ariel. C'est du Ariel en rouge. Bah, mouette, goéland, tous ces oiseaux maritimes. Hein. La vie d'un pirate. Non, tu as dit que c'était rouge, donc techniquement, c'est un indice. C'est vrai, Donald, c'est vrai, c'est un indice. Coucher de soleil sur la mer. Et c'est exactement cette carte-là, dessinée par Jules dans le 742. Allez, deuxième indice. Une émeraude. Ariel, okay. Ce n'est pas Ariel. Wendy Pirate. Non. Ce n'est pas Wendy Pirate. Parce que je suis vicieux, je mets toujours les détails un peu comme dans le dézoom, c'est dans le sens où les détails, c'est pas les trucs les plus flagrants au début, hein, forcément. Des fois, il y a des gens, ils ont trouvé le détail, ils étaient en mode comment tu savais qu'il y avait ce détail-là au troisième arrière-plan? Là, à ce niveau-là, c'est même plus l'arrière-plan, c'est l'arrière-plan de l'arrière-plan de l'arrière-plan. Mini pirate dans sa vigie. Non. Allez, en troisième gif, un parapluie. Michel Darling. Non. Un parapluie. Bianca. Et bienvenue à toi, Groua. Et ce n'est pas Miss Bianca. Mary Poppins. Non. Ce n'est pas Mary Poppins. Pas du Peter Pan. Mary Poppins, justement, licence qui risque d'avoir des problèmes à cause des droits avec les acteurs physiques. Voilà, à voir si un jour le plaisir de dessiner Mary Poppins. Allez. Un haut de forme. Est-ce que c'est pas l'action Et merci. Peter Pan, comment on appelle celle-là? Et merci Groua pour le follow et de rejoindre les Glimus. L'action de Peter Pan. Picsou rouge. Non, c'est pas Picsou rouge. La chanson. Ah, La vie d'un pirate? Ouais. Non. Non. Ah, Je vole. Non.
C'est ça, tu veux dire? Ouais. Non, c'est pas Je vole. Oui. John Darling, ce n'est pas John Darling. Allez. Avant-dernier indice. Un homme chauve. Ce n'est pas moi, les amis. J'ai pas de mouette derrière moi. Non, je préchote la blague. Edgar. Et c'est en effet, si je mets l'indice de grimpe, et c'est en effet Edgar Balthazar, le majordome ambitieux. On a donc les mouettes qui sont là, le chapeau, le parapluie, le chauve, l'escalade. Et l'émeraude, elle se trouve là, en train de flotter sur la tour. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mais voilà, voilà. Allez, le Lorca Pixel, le dernier jeu, où là, c'est une carte pixelisée. Il a le même chapeau que Picsou, sans doute à cause du nom Balthazar en commun. Très certainement. Voici cette carte. Donc là, c'est une carte en entier, il n'y a pas que le graphisme. Hein. Comment je mets avec la carte, tout ça. Quelle est cette carte? J'ai une question. T'es sûr que c'est pas plutôt des pigeons qu'une mouette? Wasabi. Alors, vu que c'est l'île d'Arcadia, je pense que c'est plus des mouettes. Ouais, je me demande si c'est des grues ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Wasabi, dessiné par Jules Dubos. Ah là là, c'est un mec incroyable si ce serait juste le Wasabi dessiné par Jules Dubos. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Mais non, ce n'est pas le Wasabi dessiné par Jules Dubos. Non, je pense que c'est un peu plus du vert. Enfin, c'est du vert d'eau, donc c'est pas une saphir, c'est peut-être une émeraude. Pas sûr. Mais... Allez, quelle est cette carte? Bête. C'est pas une carte bête. Il y a un peu de marron en haut. Allez, on va lui donner, parce qu'il a quand même trouvé le personnage. C'est en effet la bête légendaire verte, la bête. Voilà, du set 2, la bête implacable, la bête Eri Welly. Bien joué pour le niveau de la couleur, pas mal. Juste à cause du marron, voilà, c'est la bête. C'est un peu réducteur quand même, hein, au niveau du marron, ça aurait pu être pas mal de personnages. Ça aurait pu être toi avec ton t-shirt, hein, juste à l'envers. Il a du niveau. C'est vrai. C'est vrai aussi. Il y a du niveau, exact. Et il a du niveau. Et en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous avez encore une dernière question à poser à Jules, dites-la maintenant. Taisez-vous à jamais, sinon bah, vous la mettrez en commentaire et je lui transmettrai et je vous donnerai réponse de sa part. Ou sinon, il ira directement sur la vidéo et puis voilà, je lui donnerai son travail. En tout cas, j'espère que ça vous aura toutes et toutes plu. Est-ce que toi, ça t'a plu? Ouais, c'était très sympa. Merci beaucoup en tout cas pour l'invite, c'était très cool. Alors, question de la part de Marius, est-ce qu'il a déjà joué à Perfect Shot avec nos règles à nous? Je lui ai déjà raconté la blague. La question. Sur le fait de est-ce que c'est un ou, est-ce que c'est un et. Ah oui, non. Ah, la grande question de Kelisha, ça sera à toi donc de donner le mot de la fin. Le mot de la fin, voilà. Bah, j'espère que vous vous éclatez sur l'Orcana et que vous allez continuer à vous éclater sur l'Orcana. En tout cas, il va y avoir de très belles surprises par la suite. Donc, j'ai hâte que vous découvriez tout ça. Grosse surprise, Rock Seruki, dessiné par Jules dans le set prochain set. Il y tient. Ah, mais Rock Seruki, depuis le premier set, je l'attends. J'essaye à chaque fois qu'il y a un invité dessinateur en mode est-ce qu'il y a un petit indice, voilà. Voilà, mais bon, j'ai des suspicions, mais sur des dessinateurs potentiels, voilà. Alors j'aimerais beaucoup que Nicolas Cole dessine Rock Seruki. Bon, après, pas que j'ai en contact, mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà. Merci pour cette interview de la part de toutes et tous. Et donc, le mot de la fin, mais alors, c'est le mot de la fin, il faut que tu donnes un seul mot, hein, par contre. Merci. Voilà, pas merci, c'est aussi simple que ça. Voilà. Moi, quand je me donne des mots de la fin, c'est genre Balthazar, Edgar ou autre chose, c'est vraiment des trucs. Vraiment, voilà. Voilà, vous avez merci. Moi, mon mot de la fin, ça sera, eh bien, Vaginette. Voilà, ça sera Vaginette, le mot de la fin. Voilà, grosse dédicace au JO de l'année dernière. On se fait des gros bisous, les amis. Prenez soin de vos proches. Cœur sur vous. Bonne Lorca Week et on se dit à la prochaine. Des bisous.